face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations, et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport. Je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours Chance. Et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Ariane Cormont, ancienne talent Chance qui s'est réorientée à 32 ans en quittant le monde du conseil et en osant se lancer dans l'entrepreneuriat. Comme beaucoup d'entre nous, Ariane s'était laissée porter par le chemin que lui traçait la vie. Un chemin marqué par ses talents, grandes écoles, grands cabinets de conseil, mais où le sens manquait et ne représentait finalement pas ce qu'elle était. Ariane a osé tout re-questionner pour aller vers ce qui lui semblait juste et trouver sa place. Elle nous raconte aujourd'hui son histoire et comment elle a réussi à trouver sa voie. Bonjour Ariane. Bonjour Philippine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ravie aussi. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours au global avant ta récente bifurcation de vie professionnelle? Alors moi, j'ai commencé ma vie professionnelle. J'ai commencé par travailler dans le conseil. J'avais fait des études un peu assez généralistes j'avais étudié les politiques publiques et j'avais fait des études en géographie, en économie, donc des choses assez générales. J'ai commencé ma vie professionnelle dans le conseil, qui était au départ un petit peu un non-choix, parce que ça me permettait de garder pas mal de portes ouvertes et de découvrir des entreprises, des secteurs, et de faire pas mal de choses. Donc j'ai travaillé quelques années dans le conseil en stratégie. Ça a duré pendant 3 ans et demi. Je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de ce que je faisais, sur l'impact que j'avais sur le monde. Et puis, je me suis posé des questions et surtout, j'ai ressenti que je me sentais pas très bien. Ça a duré des mois avant que je prenne conscience que c'était lié au fait que je me sentais pas bien dans mon boulot. J'ai surtout, au moment du confinement, commencé à lire beaucoup de choses sur l'état du monde, en particulier l'état de notre planète. Ça m'a beaucoup angoissée d'abord, et puis je me suis dit, bon, il est quand même grand temps pour moi de changer d'orientation et de faire quelque chose qui me permette de me sentir que j'ai un impact positif sur le monde. C'était aussi une période où je commençais à avoir envie d'avoir des enfants, et je me disais, mince, qu'est-ce que je vais leur raconter un jour de réellement, à mon échelle, ce que j'ai fait pour changer le cours des choses. Et voilà, et c'est un moment où je suis restée très bloquée pendant un certain temps, on va peut-être y revenir, mais où je me suis posé beaucoup de questions. Et ce qui m'a débloqué, c'est le moment où je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner pour sortir de cet état de torpeur. Et c'est là où j'ai fait le parcours Chance. J'ai commencé le parcours Chance au début du printemps 2020. Pendant plusieurs mois, j'ai travaillé sur le fond, sur moi-même, sur mes moteurs, sur mes valeurs, j'ai aussi appris à débloquer certains blocages, je pense, que j'avais complètement inconscients parce qu'ils me paraissaient pas bloquants a priori. Et puis, quasiment 1 an plus tard, j'ai sauté un pas que je pensais pas du tout sauter, qui est le pas de l'entrepreneuriat, et je me suis lancée pour créer une entreprise dans la rénovation énergétique des bâtiments. Donc dans le bâtiment, alors que je ne connaissais pas grand-chose, et j'ai monté une boîte qui s'appelle La Solive, qui existe maintenant depuis un peu plus d'1 an. Tu parlais d'un moment de latence avant d'estimer que tu avais besoin de te faire accompagner. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça, ce moment? Il s'est passé quoi? Je pense que, alors d'abord, j'ai commencé par essayer, moi, de me sortir toute seule de mon état de torpeur. Donc je me suis mise devant ma table de travail. Je me suis dit, je suis quelqu'un d'assez organisé, qui sait faire des plans d'action. J'ai essayé de faire mon propre plan d'action de ma vie. Et puis j'ai passé 2-3 heures devant ma table de travail sans que ça avance. Et je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus difficile de gérer sa propre vie que de gérer un projet.
et dans le cadre d'une entreprise établie. Et donc c'est là où je me suis dit, je n'avance pas. Alors ça m'a pris avant, ça s'est pas passé en 2 heures, ça a mis 2 mois avant que je me rende compte que je stagnais complètement et que j'avais besoin d'être accompagnée pour avancer. Et puis à ce moment-là, il se trouve que mon conjoint était exactement dans la même situation et se posait les mêmes questions et avait envie de changer. Et en fait, j'ai commencé par lui dire: tiens, regarde, j'ai vu passer cette pub pour le parcours chance, tu devrais faire ça. Et c'est lui qui a commencé à le faire. Et puis, au bout de quelques jours, il m'a dit: écoute, en fait, je pense que toi aussi, tu devrais le faire. Et donc, on s'est entraînés mutuellement et c'était parfait. C'était notre activité de confinement. On faisait notre parcours et puis le soir, on débriefait. Et ça nous a beaucoup aidé aussi, d'ailleurs, de le faire individuellement, mais de façon parallèle. Et dans ce parcours, tu parlais de blocage un peu sous-jacent dont tu n'avais pas conscience. C'est OK d'en partager quelques-uns avec nous? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, la première chose, c'est que il est revenu de façon récurrente dans les tests de personnalité que j'ai fait au début du parcours. L'idée que ce qui me correspondait, c'était entreprendre. Entreprendre, ça a plein de sens, ça peut se faire dans plein de contextes, mais c'était très récurrent. Entreprendre, le profil qui ressortait était un profil entrepreneur. Et puis plus je le voyais, plus je me disais: tiens, c'est intéressant, puis ça me titillait, et je sentais bien que ça touchait une corde qui m'excitait pas mal. Et puis j'en débrief avec ma coach, puisque dans le parcours on est accompagné par une coach. J'avais une coach formidable que j'ai adorée, qui m'a vraiment sorti de ma manière de penser assez rationnelle, qui m'a poussée dans des réflexions hyper intéressantes. Et puis qui m'a un peu secoué un moment en me disant: mais c'est marrant parce que tu reviens toujours sur ce côté entrepreneur et à chaque fois tu dis: il me faut que j'aille dans une boîte où je vais développer des nouveaux projets, où il faut que j'aille dans un contexte stimulant où je peux construire une nouvelle équipe. Et elle me disait: pourquoi, en fait, entrepreneur, ça veut dire entreprendre. Pourquoi tu réfléchis pas plutôt à entreprendre, toi, à monter quelque chose? Et puis elle m'a un peu secouée là-dessus et je me suis rendu compte que je m'interdisais complètement de penser que entreprendre, ça pouvait être entrepreneur moi-même. J'ai pas dans ma famille de modèle d'entrepreneur, j'ai pas mes parents ont fait leur carrière dans des grands groupes, j'ai pas de modèle type d'entrepreneur. J'ai autour de moi des gens qui ont lancé des boîtes, j'en connais, mais je ne m'étais pas appliqué ça à moi-même. Et puis progressivement, elle m'a aidée à lever ce qu'on appelle les croyances limitantes. C'est évidemment des croyances, donc on n'en a pas forcément conscience que ça nous limite. C'est une croyance assez profonde de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Et je me suis rendu compte qu'en fait non, ça c'était une croyance qui me limitait, qu'il n'y avait pas de raison que je me limite et que je me dise que c'était pas à ma portée. Et d'ailleurs, en parlant de croyances limitantes, il y en a une peut exister parfois. Alors, tu n'en as pas forcément parlé, hein, je dis pas que c'était ton cas, mais comme je suis une femme, je ne peux pas. Donc, en faisant ce lien, ça m'amène à te poser la question. Comment tu as vécu d'être une entrepreneuse? Alors, en plus, dans mon cas, c'était particulièrement entrepreneuse ou entrepreneur? Je pense qu'on dit un peu comme on veut, parce que ça dépend un peu de sa position sur l'écriture. Moi, j'ai un entrepreneur mais je pense que chacun j'imagine, doit pouvoir choisir ce qu'il dit. Moi, c'était d'autant plus bloquant c'était d'autant plus perturbant que dans ma vie, j'étais assez engagée justement sur, entre guillemets, pour utiliser un anglicisme, l'empowerment des femmes. Notamment, j'avais monté plein de programmes pour faciliter l'engagement des femmes en politique. Parce que je trouvais ça choquant qu'il y ait aussi peu de femmes en politique. Et donc, je faisais déjà des programmes de coaching pour pousser des femmes à dépasser justement leurs croyances limitantes qu'elles ne pouvaient pas être élues, pour les aider à se lancer dedans. Et finalement, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé, donc on ne s'applique pas forcément à soi-même ce qu'on conseille aux autres. Mais on n'en a pas forcément conscience. Moi, je me considérais comme une femme très libérée, qui se met pas de contraintes, qui a plutôt confiance en elle, et qui se met pas de ce type, en tout cas, de limite. Et j'ai mis du temps à comprendre que, mais si c'était une limite, et que c'était pas complètement dissocié du fait que j'étais une femme. Alors, ce qui m'a aidée là-dedans, d'abord, un des trucs qui m'ont aidé, ma coach m'a envoyé pas mal de petites vidéos inspirantes. C'était des TED Talks et des choses comme ça, de nanas qui parlaient de comment elles avaient franchi des étapes. Je me souviens notamment d'une qui est une prof de Stanford
qui parle des petits risques. Il explique que dans la vie, c'est en s'habituant à prendre des petits risques de façon très régulière qu'on arrive à sortir vraiment de sa zone de confort et à aller vers des choses super intéressantes. Elle raconte comme ça un jour où elle est dans un avion et elle voit que le mec à côté d'elle lit un bouquin intéressant, puis elle ose pas trop l'interrompre, et puis à un moment ça la démange et elle entame la discussion et elle lui parle du bouquin qu'il est en train de lire et elle explique comment ce petit risque qu'elle prend, puis une succession de risques successifs qu'elle va prendre, mais qui sont des petits risques et pas, il ne s'agit pas de sauter dans le vide, l'habitue à prendre confiance, parce qu'évidemment, et de cette discussion ressort plein de choses, et in fine, elle publie un livre avec ce mec qu'elle a rencontré dans l'avion, avec qui elle a eu le courage de briser la glace. Et je me suis dit, c'est super inspirant. Moi, il faut que je commence à m'habituer à prendre des petits risques. Et j'ai commencé mes petits risques déjà par prendre contact avec des entrepreneurs, notamment avec des entrepreneurs femmes qui m'inspiraient, à comprendre aussi comment elles avaient sauté le pas, à essayer de me dire voilà comment elles avaient fait, comment elles avaient géré en tant que femme le fait d'être entrepreneur. Ça déjà, ça a commencé un petit peu à me débloquer. C'est débile, mais parfois contacter quelqu'un de façon froide comme ça sur LinkedIn, bah, on n'ose pas tout le temps le faire. Puis on le fait, puis on se rend compte que les gens nous répondent, puis on leur parle, puis ils vous renvoient un peu de la confiance en vous, et progressivement, ce cycle positif s'enclenche. Parce que je partais d'un état où j'étais vraiment très 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 bloquée, je n'osais même plus écrire un mail. Donc, tac, 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 ça m'aide un peu à avancer. Et puis, deuxième étape un peu de blocage, parce que tu me posais cette question, je commence à en parler autour de moi, à me dire, tiens, cette idée quand même d'entrepreneuriat commence sérieusement à me titiller. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on va chercher l'avis de gens plutôt, en tout cas, bienveillants. Et là, vraiment, je vais chercher l'avis de proches. Et un certain nombre d'entre eux, en toute bienveillance, me disent, écoute, Ariane, c'est une super idée. Déjà, je vois que ça leur paraît pas complètement incohérent de me projeter dans un job d'entrepreneur. Mais, il y a un mais, j'entends plusieurs fois cette phrase, écoute, il y a un peu deux âges pour une femme pour entreprendre, 25 ans ou 45 ans. Là, je me dis, merde, moi j'ai 32 ans. Donc clairement, soit j'ai un peu loupé le coche, soit il va falloir mettre mon projet un peu en pause pendant un peu de temps, parce que 32 ans, t'as clairement loupé le coche de 25 et il va falloir attendre un petit peu. Et puis sans compter qu'effectivement, là où ils ont raison, j'ai un projet d'enfant à ce moment-là, donc peut-être pas malin de se lancer à ce moment-là. Et vraiment, je saurais pas te dire ce qui m'a permis, mais j'ai vraiment failli m'arrêter à ça. Il y a eu un peu une succession de choses. J'ai commencé avec cette dynamique des petits risques qui m'avait beaucoup plu, à mettre le doigt dans l'engrenage, de rencontrer des gens, de commencer à parler de projets, à réfléchir à un projet, à rencontrer une première personne avec qui j'avais formé le projet de m'associer, et donc à travailler dans le concret sur un projet. Et puis au bout d'un moment, j'étais lancée et je sentais tellement que ça commençait à m'énergiser que j'ai rangé cette réflexion, même si elle me faisait peur. Enfin, je vous cache pas, voilà, à 32 ans, je me disais, je suis peut-être un peu folle de faire ça. Mais je l'ai rangé d'un côté, je me suis laissée entraîner par ces petits risques et je me suis lancée. J'ai lancé la boîte et 2 semaines plus tard, je suis tombée enceinte. Donc, comme quoi, c'était voilà. Et je me demande toujours s'il y avait pas quelque chose n'a pas été débloqué qui m'a permis aussi de tomber enceinte alors que j'essaye depuis un certain temps. Donc voilà. Et la morale quand même de cette histoire, c'est que j'ai vraiment failli pas le faire parce que j'étais une femme, que j'avais 32 ans et que j'avais un projet d'enfant. Et aujourd'hui, j'ai un bébé qui va fêter ses 6 mois et ça va très bien. Et c'est possible de faire les deux. Ça demande un peu d'organisation, mais ça se fait. Ça invite aussi à créer des projets qui soient compatibles avec une vie de famille. Je pense que c'est tout à fait clé et plus sain même que d'imaginer que c'est incompatible. Donc ça, c'est ce que tu dis aussi avec du recul. Et merci beaucoup pour ce partage qui est inspirant et qui lève un peu les injonctions. Maintenant, si on revient sur le moment où tu l'as appris alors que tu venais de lancer ton projet, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu des peurs, des doutes, des envies? Au moment où j'ai appris que j'étais enceinte, alors j'avoue que j'étais assez troublée. J'étais en plus dans une phase voilà de questionnement
parce que j'avais commencé le projet avec un premier associé, que finalement ça n'avait pas marché et que j'étais en train de rebondir et de me relancer avec un autre associé. Et je me suis dit, bon, est-ce que c'est bien le moment de valider cet engagement alors que je viens juste d'apprendre que j'étais enceinte? Et j'ai beaucoup hésité. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont aidée. La première, c'est d'en parler avec mon mec et qui me disent... Alors, je sens qu'il n'était pas très rassuré, mais il a senti... En même temps, il n'était pas très rassuré, je pense, pour moi et pour la capacité d'avoir un équilibre de vie. Mais en même temps, il a senti à quel point j'étais énergisée et excitée par ce projet. Et il m'a dit, si tu sens que c'est ça que tu as envie de faire, vas-y, et on trouvera un moyen de le faire marcher. La deuxième chose, c'est que, alors de façon très très tôt, j'ai dû l'annoncer à mon nouvel associé que je venais de rencontrer, qui s'appelle Com, qui est un type exceptionnel, en tout cas que je pressente exceptionnel, mais qui s'est révélé encore plus exceptionnel, parce que je lui dis, écoute, je n'en ai encore parlé à personne, c'est très bizarre, et nous on se connaît pas encore très très bien. Et je dois te dire, on a ce projet, on a envie de monter la boîte, mais je dois te dire, je suis enceinte et je vais accoucher cette année, première année de la création de la boîte. Et il m'a répondu sans hésiter, écoute, c'est génial, bravo, et franchement, si on n'est pas capable de gérer ça, on ne saura pas gérer une boîte. Et là, je me suis dit, je suis bien tombée, et je pense que ça a été clé, et ça m'a confirmé le fait que, ok, je pouvais partir et que comme il disait, si on n'arrivait pas à gérer ça, on ne gérerait pas beaucoup plus l'avenir. Merci pour ce partage. Je suis heureuse que ça soit bien passé avec Com au final. Et tu parlais juste avant d'un élément qui est assez clé dans la vie de beaucoup d'entrepreneurs, c'est trouver la bonne personne avec qui monter son projet. Est-ce que là-dessus, tu aurais des conseils, des recommandations, des retours d'expérience ? Oui, alors je me suis posé beaucoup de questions au début parce que je me suis dit, ma première approche quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, je me suis dit je vais essayer d'abord de chercher, j'avais pas d'idées a priori, donc je cherchais des idées en creusant des verticales de la transition écologique. Je savais que je voulais monter une boîte à impact écologique, ça c'était clair, et qui a aussi un impact humain. Je commençais à regarder un certain nombre de sujets, à me poser des questions. Qu'est-ce qui serait utile et pertinent? J'ai commencé à rencontrer pas mal de gens et ma première hypothèse c'était je vais rencontrer quelqu'un qui a déjà une idée et avec qui je vais monter un projet. J'ai rencontré pas mal de monde. J'ai commencé en fait à trier les sujets sur lesquels je travaillais, à en écarter, à couper beaucoup de branches. Et je suis restée assez rapidement sur ce sujet du bâtiment. Le bâtiment, ça m'intéressait beaucoup, ça cochait beaucoup de cases dans le projet que je voulais monter. On va revenir là-dessus. Mais ça m'intéressait particulièrement. Et donc, j'ai cherché quelqu'un qui voulait monter un projet là-dedans. J'ai rencontré une première personne, je disais, avec qui on a travaillé pendant quelques mois. Finalement, on n'a pas été alignés sur la stratégie et sur la vision de ce qu'on voulait faire. Mais ça m'avait confirmé que c'était bien là-dedans que je voulais avancer. Et je me suis relancée en quête d'un associé pour monter cette boîte. Moi, mon conseil justement forte de cette première histoire qui n'a pas marché et de la deuxième qui a réellement marché, c'est que, premièrement, quand on rencontre quelqu'un avec qui on sent qu'il y a un fit potentiel, il faut vraiment procéder par étapes. Il faut se donner un premier temps pour travailler sur le fond et sur le sujet et voir si, de façon opérationnelle, quand on travaille sur un projet, on a des manières de travailler qui sont compatibles, on a des qualités qui sont complémentaires et en revanche, on a vraiment on construit une vision qui est similaire. Et la première chose, et c'est un conseil qu'on m'avait donné qu'on m'a donné sur le tard et que j'ai appliqué dans le cas de Com et qui a extrêmement bien marché, on a quand même commencé par se dire travaillons une semaine ensemble. On a travaillé une semaine ensemble, on a vu qu'en tout cas déjà le courant passait. On s'est dit ok, au bout d'une semaine on s'est dit écoute, le courant passe clairement. Maintenant on se donne 1 mois et demi où on travaille à fond, on se fait une petite roadmap avec des objectifs clairs. On sait que c'est ça qu'il faut qu'on fasse et les problèmes qu'il faut qu'on craque dans les 6 semaines qui viennent. On se donne ces objectifs.
Si on arrive à le faire, et si on arrive à le faire dans une bonne complémentarité et de façon efficace, on se donne, et on s'est mis dans l'agenda tout de suite le point 6 semaines plus tard, et on s'est dit, dans 6 semaines, on se prend vraiment un café, on discute, et on se dit go, no go. Et jusque-là, on n'est pas engagé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de... ce sera pas dramatique si on décide de se séparer dans 6 semaines. C'est un peu comme du dating. Vous datez pendant un certain temps, et voilà, il n'y a pas de... On se rend pas malheureux si on se dit qu'on se sépare dans 6 semaines. Comme ça, on se sent pas contraint, parce que sinon, c'est tellement important. C'est comme c'est comme la personne avec qui vous allez passer votre vie, ou alors, c'est peut-être pas votre vie, c'est peut-être un peu moins important quand même, mais avec qui vous allez passer une partie de votre vie, il faut que vous l'ayez bien choisi. Et nous, ce qu'on a fait avec Com, c'est qu'on s'est fixé ces objectifs, on s'est donné 6 semaines. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 semaines, on avait fait tous les objectifs, on travaillait hyper bien ensemble, on avait eu, on avait vraiment, ça avait bien matché. Donc au bout de 3 semaines, on s'est dit, écoute, faisons la discussion maintenant, on l'anticipe. On était tous les deux hyper raccords sur le fait qu'on avait envie de se lancer. Et là, la dernière étape que je recommande, c'est de faire un peu ce qui s'appelle le Founder's Talk. Et c'est vraiment, je vais pas inventer la poudre, hein, je suis allée sur Internet. Il y a des gens comme Le Galion, qui est un groupe d'entrepreneurs qui a des recommandations sur tous les points qu'il faut aborder de façon hyper transparente quand tu vas t'associer avec quelqu'un. Et on a pris cette liste et on s'est fait un déjeuner de 2 heures et on a abordé tous ces points qui sont la vision, comment tu te projettes dans 10 ans, c'est quoi tes manières de travailler, est-ce qu'il y a des choses que tu as vraiment à tout prix envie d'avoir dans ton périmètre et d'autres que tu veux surtout pas faire pour qu'on voit s'il y a des incompatibilités. Toutes ces choses-là. Et ça, on a eu toute cette discussion en pure transparence et ça nous a fait un bien fou et je recommande à tous les gens qui veulent se lancer d'avoir cette discussion avec la personne avec laquelle ils veulent le faire. Et de cette discussion, on a déposé les statuts, on a écrit notre pacte d'associés, déposé nos statuts, et tout le reste, sincèrement, a déroulé. Et puis après, dans la vie du projet, il faut aussi se prévoir plein de bonnes pratiques, des feedbacks très récurrents pour désamorcer toutes les situations potentielles de conflit, continuer à se voir de façon régulière, etc. Et la Solive, alors, c'est un projet qui est né justement de cette fameuse période de discussion, de co-construction, ou est-ce que c'était un projet que tu avais déjà défini seul au préalable, avant de rencontrer Com? C'est un projet que j'ai défini progressivement. Alors pendant notamment la période avec le premier associé, où on a commencé à bâtir un petit peu les bases de ce à quoi ça pouvait ressembler. Et puis après... En vrai, l'essentiel de la construction dans une start-up, comme disent les entrepreneurs et les investisseurs, l'idée c'est 5% et l'exécution c'est 95%. Donc de toute façon, il faut jamais se dire que parce qu'on a une bonne idée, on a fait l'essentiel du chemin. C'est que le tout début. Donc moi, à Com, au début, je suis arrivée avec l'idée, mais concrètement, la réalisation, c'est là qu'on crée la valeur. Et donc la Solive, finalement, c'est ce qu'on en a fait. Et ce qu'on en a fait, c'était l'idée de la Solive, c'est aider des personnes à se reconvertir vers les métiers de la rénovation énergétique des bâtiments. Et pourquoi ça? Parce que moi, à l'issue de mon parcours de reconversion, j'avais identifié plusieurs choses. 1, je voulais un métier qui a un impact sur la transition écologique. Or, le bâtiment, c'est 45% de la consommation d'énergie en France. C'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est le secteur qu'il faut attaquer aujourd'hui si on veut réduire notre impact sur l'environnement. Donc voilà, c'est la problématique. La problématique dans ce secteur, c'est pas la demande de rénovation de maisons, c'est-à-dire isoler ces maisons, changer les systèmes, réduire la consommation d'énergie. La demande est énorme. Le problème dans ce secteur, c'est qu'il n'y a pas assez de gens qualifiés pour faire les rénovations énergétiques, et à la fois pour les encadrer, les mettre en œuvre et faire vraiment des jobs à la fois d'encadrement et d'artisans pour faire la rénovation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des opportunités énormes. On parle de plus de 300 000 emplois à créer, nouveaux emplois à créer d'ici 2030. Donc, c'est colossal, rien qu'en France. Donc c'est une opportunité pour créer en fait des nouvelles opportunités de vie pour des gens en reconversion. Et alors ça tombe bien parce que le deuxième critère que j'avais identifié dans mon parcours moteur, c'est de contribuer à des changements de vie ou en tout cas avoir un impact important sur la vie des gens. Je l'avais écrit comme ça dans mon parcours chance. Et donc là je me dis tiens c'est incroyable, je coche à chaque fois à la fois la case impact environnemental
impact humain. Et la dernière chose, c'est que on veut le faire avec une activité de formation. Donc en fait, on est une école et on aide les gens à se reconvertir et à se former sur ces métiers. On le fait sur un format qui est un format bootcamp qui s'inspire de ce qui s'est fait dans le monde digital il y a 10-15 ans quand tout le monde s'est rendu compte qu'il fallait former massivement des gens pour devenir développeurs, data scientists, etc. Dans le digital, on a pris pas mal d'avance. Dans le bâtiment, on est 15 ans en arrière sur ces sujets-là. Donc, il y avait quelque chose d'assez innovant à faire dans le domaine. Et donc, on forme des gens en reconversion professionnelle au métier, par exemple, de chef de projet en rénovation énergétique, de chauffagiste, expert des systèmes décarbonés, d'expert de l'isolation par l'extérieur, voilà, ce type de métier. Et on a démarré, du coup, il y a un peu plus d'1 an. On a déjà organisé 5 promotions de personnes en reconversion. On a aussi signé des partenariats avec des grandes entreprises qui se positionnent sur ce sujet-là. Et donc, on est convaincus qu'on va avoir un gros impact et qu'on va pouvoir former des milliers de personnes par an d'ici quelques années dans tout le territoire. Donc, c'est pour ça qu'on est on a un premier campus à Paris, on est en train d'ouvrir notre 2e campus à Lyon et on prépare 2 nouvelles ouvertures pour l'année prochaine. Félicitations. Voilà. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes lancée? Tu m'as dit 1 an? Début 2021. Ouais. Voilà. Donc, les choses vont vite, mais parce qu'il y a un besoin phénoménal. Donc, les choses vont vite. Et si on reprend toi tu connais, vu que tu as fait le parcours chance, les 4 piliers de chance, tu disais de toi-même que c'était aligné avec tes moteurs, d'accompagner autrui à grandir et à se développer, et également la finalité d'avoir un impact sur l'environnement. Et si on reprend les autres piliers qui sont donc l'environnement dans lequel tu vas toi t'épanouir professionnellement et les impératifs, est-ce qu'on peut en parler aussi? Alors on va peut-être commencer par les impératifs parce que c'est un peu ce à quoi on pense vite en termes de croyances limitantes, de peur financière, etc. quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ça, cet aspect-là, comment tu l'as abordé? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les impératifs financiers. Je pense qu'il y a les impératifs équilibre vie pro, vie perso que j'avais identifié aussi dans moi, mes contraintes. La première chose sur l'impératif financier, moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle de mon précédent boulot et j'ai été au chômage. Et on a quand même la chance incroyable en France, qui n'existe pas dans tous les pays du monde, de pouvoir avoir en tout cas un temps, c'est de 2 ans en France, où tu peux toucher le chômage tout en montant ton entreprise, le temps d'atteindre... Moi, j'avais cette chance de pouvoir toucher le chômage, en tout cas pendant un temps donné. Évidemment, les allocations baissent assez drastiquement au bout de 6 mois, mais au moins les 6 premiers mois, déjà, j'avais cette sécurité. Donc, j'avais déjà ça pour me reposer. La deuxième chose, c'est que on a choisi au départ déjà, on a postulé à pas mal de dossiers de demande de subvention auprès notamment de BPI France. Il faut savoir quand même qu'aussi en France, on a la capacité d'obtenir ce type de subvention. On s'est renseigné beaucoup auprès de la CCI, auprès de plein de choses. Donc, en fait, on a réussi à obtenir des subventions qui nous ont permis d'avoir notre run de démarrage. Et puis la dernière chose, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais c'est possible de lancer une boîte avec très très peu de moyens. Sincèrement, les moyens qu'on avait en 2021, c'était... alors, on travaillait, au début, on a été quand même assez longtemps à 2 avec Com. On travaillait depuis chez moi, très concrètement, avec pas grand-chose. On a essayé de tout faire au maximum par nous-mêmes. On n'avait pas de prestataire, on n'avait vraiment pas de grosses dépenses. On avait notre téléphone, un ordinateur, Internet, quelques petits outils qui nous ont été utiles pour commencer à bâtir nos programmes de formation, approcher toutes les entreprises, etc. Donc, et en tout cas pour notre modèle qui n'était pas un modèle, je dirais que non plus d'innovation technologique de rupture qui demande beaucoup d'années de R&D avant de se lancer, ça pouvait fonctionner avec peu de moyens de lancement. Déjà, ça a fonctionné. Évidemment, j'avais une chance, c'est que mon mec qui a fait le parcours chance a lui retrouvé un boulot en CDI. Je reconnais que ça facilitait les choses qu'il ait un boulot en CDI. Ça aurait été forcément un plus gros challenge s'il avait aussi décidé à l'issue de son parcours de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et tout se fait.
Donc ça pour le challenge financier. Et puis la dernière chose, c'est qu'on a eu la discussion à deux avec mon mec, mon mari aujourd'hui. Félicitations. Voilà. On a eu la discussion et puis je lui ai dit, voilà, je me lance quand même, c'est quand même risqué. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et on fait l'exercice dans le parcours chance, et on l'a fait en parallèle, de se dire jusqu'où on est prêt à réduire notre niveau de vie. Et en fait, en faisant l'exercice tous les deux, on s'est aussi rendu compte que on était prêt, on avait la capacité demain à réduire notre niveau de vie si les circonstances l'exigeaient. On a un seuil minimum, mais on est capable de se dire que demain on réduit les dépenses qui étaient aujourd'hui surtout nos principales dépenses, c'était des dépenses de voyage. Alors déjà, on essaie de moins prendre l'avion, donc de toute façon, on va un peu moins loin. Et puis, plutôt que de les faire en dépensant de l'argent, on peut le faire à moindre coût, et ça se fait. On l'a essayé d'ailleurs en 2020 quand on s'est reconverti, et on était tout aussi heureux. Alors évidemment, il y a des dépenses de logement quand on habite à Paris, mais on s'est aussi dit que ça nous allait très bien demain de déménager en province s'il le fallait. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles on pouvait jouer, et on pouvait jouer sur cette contrainte. Ça, c'est pour la partie financière. Pour la partie équilibre de vie pro, vie perso, ce qu'il faut savoir, et le feedback que me donnaient beaucoup d'entrepreneurs quand je réfléchissais à me lancer, et ça inquiétait beaucoup plus Clément, mon mari, c'était que les entrepreneurs, les avantages, c'est que ça donne énormément de liberté, c'est une adrénaline de dingue, parce que on invente des choses tous les jours, que il n'y a pas 2 jours qui sont similaires, que on est dans la création, qu'en plus on est en train de matérialiser sa vision, ça donne une liberté de fou, c'est super, mais ça vient de pair avec une très grosse charge mentale. Parce qu'évidemment, il n'y a pas une grosse organisation derrière vous qui tournera, même si vous êtes malade, même si finalement vous laissez tomber, vous partez en vacances pendant 2 mois. Voilà. Donc il y a une charge mentale. Et il y a d'autres jobs qui ne sont pas l'entrepreneuriat où il y a de la charge mentale. Mais c'est sûr que la charge mentale du boulot, plus une charge mentale potentielle de devenir maman. J'ai la chance d'avoir un mec qui partage très bien la charge mentale. Donc je suis plutôt très bien lotie de ce côté-là. Ça aide aussi. Mais je me suis quand même posé la question, demain, qu'est-ce qui se passe? Et ça l'inquiétait beaucoup plus. Et donc, je me suis engagée à ce que je ne travaille pas le week-end, donc je sanctuarise complètement les week-ends. Alors parfois c'est pas facile, parce que parfois ça te trotte dans la tête, et vraiment t'as envie d'ouvrir ton ordinateur, et c'est vraiment parce que t'as un peu signé une sorte de pacte familial que tu le fais pas. Mais ça se gère quand même. Et voilà. Je parlais tout à l'heure d'ailleurs avec une personne de mon équipe qui me disait, je viens de prendre des vacances. Il me disait, c'est cool que tu prennes des vacances, parce que ça nous fait nous sentir moins coupables quand on veut poser des vacances. Et je lui disais, mais heureusement, quelle organisation on bâtit quand on donne l'exemple de je travaille 7 jours sur 7 et je bosse tous les soirs. Pas une organisation dans laquelle moi j'ai envie de bosser, et donc je pense pas que c'est une organisation dans laquelle on s'épanouisse. Donc ça nous oblige à gérer une organisation dans laquelle le temps de travail reste limité. Il est important, je ne le cache pas, mais il reste quand même limité à des frontières tenables. Et en parlant d'organisation, ça nous amène au 4e pilier. Donc pour rappel, les 4 piliers, on dit qu'un travail, c'est plus qu'un métier. C'est bien sûr un métier, ce qu'on fait, finalité, le sens qu'on lui donne, les impératifs, on vient d'en parler. Et puis le dernier, c'est l'environnement dans lequel te permet de t'épanouir en termes de niveau d'autonomie, de gestion du stress, de niveau d'agilité, de culture, etc. Quelle est la Solive? Quel est cet environnement que tu as envie de créer? À quoi il va ressembler ou à quoi il ressemble déjà? Ouais, alors ça, c'est hyper clé. Et ça, je me suis vraiment rendu compte quand je faisais mon parcours que c'était une des choses hyper clés pour moi, c'est les gens avec qui j'allais travailler et l'ambiance, l'environnement dans lequel j'allais pouvoir m'épanouir. Et finalement, c'est marrant parce que spontanément, en entrant dans le parcours, je me suis dit, le sens est plus important. Je savais avant d'entrer dans le parcours que je voulais quelque chose à un impact écologique et humain. C'est pas le parcours qui me l'a fait découvrir, je le savais. Mais en avançant, je me suis rendu compte que c'était au moins aussi important, voire plus important, que je sois dans un environnement qui me plaise, qui me stimule, et que je sois content de retrouver les gens
avec qui je travaille tous les jours le matin en me réveillant. Et moi, et ce qui tombe bien, c'est quand on crée sa boîte, alors là, pour le coup, on a quasiment toutes les cartes en main, pour créer cet environnement. On n'en hérite pas, on n'a pas besoin de le transformer, on le crée. Et ça tombe bien que tu poses cette question parce qu'on l'a formalisé il n'y a pas très longtemps. Nous, on a travaillé pas mal sur nos valeurs. Alors moi, je crois beaucoup au travail sur les valeurs de façon inductive. C'est qu'on se dit, tiens, ça fait 1 an qu'on existe, tous en équipe, qu'est-ce qu'on peut se dire sur l'ambiance, le style d'entreprise qu'on est en train de créer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un pilier. Voilà, ça je reprends les piliers, mais en tout cas, trois grands axes. Le premier, c'était qu'on a appelé une ambition à la hauteur des enjeux. C'est qu'on se dit que les enjeux sont tellement énormes qu'on veut créer une organisation qui va très vite. Et moi, j'avais besoin de ce sentiment de vitesse. J'ai besoin que les choses aillent très vite, qu'on itère énormément, et qu'on se donne des vraies ambitions très importantes. On veut pas se limiter à faire un petit campus dans notre coin parce que voilà, le climat et le changement climatique nous attendra pas. Quand il faut former des centaines de milliers de personnes, il faut pas se contenter de se dire c'est super, j'en ai super bien formé 10 cette année, c'est formidable. Il faut se dire comment je me donne les moyens de former super bien des gens, mais non pas des dizaines, des centaines, mais vraiment des milliers chaque année. Donc on est ambitieux. Deuxième pilier qui est un peu qui contrebalance ça, c'est que moi je voulais créer un environnement et Com avec moi qui soit où chaque personne se sente en confiance et en confiance pour prendre des risques. Et on l'a matérialisé en disant, et ça tombe bien pour une école, tout s'apprend. Et on est vraiment dans cette logique. Nous, Com et moi, on est des gens, des malades de l'apprentissage. On adore apprendre des choses tous les jours. Alors nous, on apprend dans l'entrepreneuriat et on aide des gens à apprendre dans leur travail, nos salariés, et on aide des gens à apprendre en se reconvertissant dans la rénovation énergétique, dans le bâtiment. Et donc on apprend tout le temps. Et pour ça, pour apprendre, il faut se sentir en confiance. Il faut se sentir en confiance pour faire des erreurs. Et donc on essaye de bâtir une atmosphère de confiance où les gens se sentent complètement à l'aise de tenter des choses, d'échouer, de recommencer, d'itérer. Et on partage tous nos échecs, on célèbre nos échecs, et c'est très bien comme ça, et les gens doivent se sentir en confiance là-dessus. Et le troisième pilier, qui aide à faire vivre le deuxième, c'est que on est un collectif et qu'on a baptisé, on est une bande d'incorrigibles optimistes. C'est-à-dire que même si on travaille dans des enjeux qui parfois sont très anxiogènes, parce que le changement climatique, je peux vous dire que c'est anxiogène, eh bien, on est des optimistes et on se dit que on est un collectif d'optimistes et que on va toujours le faire de façon très collective. Donc, on s'entraide énormément. Et un exemple typique de ça que j'aime bien donner, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis tombée enceinte 2 semaines après avoir lancé la boîte. J'ai quand même dit à Com, je vais prendre un congé maternité. Je vais pas faire l'entrepreneuse ou l'entrepreneureux qui a son bébé dans une main et qui continue à travailler de l'autre. Je vais essayer de faire ce que je peux, mais j'aurais besoin d'être off. Et de fait, je me suis très bien rendu compte, mon empathie maximale avec toutes les mères célibataires, c'est incroyablement difficile. C'est un job difficile d'être une maman. Et alors de le faire seule, j'ose à peine imaginer. C'est pas possible de travailler. Donc il a bien fallu que la boîte tourne alors qu'on était dans notre première année. Et Com et Carole, qui nous avait rejoint, notre directrice des programmes aujourd'hui, ont tenu la boîte, ils ont tenu la boutique pendant 2 mois et demi pour que ça marche, pour que je puisse ne pas être polluée pendant mon congé maternité. Et ensuite, car elle a dû prendre du temps off aussi pour sa famille, on a tenu la boutique. Et il se trouve que Com là va se marier. Et donc, il a prévu de partir en voyage de noces, et on tiendra la boutique. Et donc, il y a un peu ce système d'entraide. On a le droit d'avoir des moments où on peut pas être là, où on a un empêchement, où on est malade, ou quoi que ce soit. Et donc, on est vraiment, on crée vraiment un climat d'entraide, de solidarité, où on step up les uns pour les autres. Voilà, j'ai une longue réponse pour ta question. Justement, tu parles d'entraide et de solidarité, qui apparemment est l'une des 3 grandes valeurs ou l'un des 3 grands axes de l'environnement que tu es en train de créer. Et c'est d'ailleurs quelque chose que tu illustres puisque tu as signé l'appel solidaire.
Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre justement avec ton duo chance de l'appel solidaire? Ouais, moi j'étais assez sensible quand j'ai vu l'appel de chance pour ouvrir des portes à des gens qui ont besoin d'un contact pour se lancer. D'abord parce que moi j'ai des gens qui ont été des rencontres décisives et qui m'ont énormément aidée. Et notamment quand je me suis rendu compte que je pouvais solliciter des gens, alors je l'ai fait un peu proactivement et j'ai trouvé ça génial parce que des gens que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam ont accepté de passer parfois une demi-heure, 1 heure avec moi pour m'aider à réfléchir sur mon projet, à avancer. Et ça a été décisif. Et c'est vraiment des rencontres parfois qui peuvent être changer complètement la donne. Donc j'ai tout de suite dit que j'étais prête à le faire. Et ce que j'ai trouvé très très pertinent, alors je me suis dit, j'avais précisé que évidemment je le ferais que si je me sens légitime pour aider. Et alors ça tombe très bien puisque j'ai été mise en relation avec Nafalei qui a fait le parcours chance et qui à l'issue du parcours chance a décidé de se reconvertir dans le bâtiment. Alors ça tombe assez bien et qui a fait une formation. Alors pas chez nous, mais qui a fait une reconversion dans le bâtiment et qui se pose beaucoup de questions sur où aller, où se lancer. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors d'une part, moi effectivement, on a un réseau dans le monde du bâtiment, donc je peux l'aider à mieux comprendre vers quoi se diriger et à trouver des contacts d'entreprises qui recrutent dans le bâtiment. Et d'autre part, elle a aussi le projet peut-être à un moment de monter une boîte. Et nous, en plus, avec la Solive, on accompagne la création d'entreprises dans le bâtiment. Donc, ça tombe bien. Donc, j'espère que ça pourra l'aider et que justement, ça fera une personne de plus qui réussit sa reconversion. Si mon petit grain de sel peut améliorer les choses, enfin, en tout cas aider à ce qu'elle aille au bout du projet, je serais ravie. Pour conclure, j'aimerais te proposer une dernière rencontre un peu plus paranormale peut-être. Serait une rencontre de toi-même aujourd'hui avec la Ariane de 7 ans. Que dirait la Ariane de 7 ans en te voyant aujourd'hui? Ariane qui a 7 ans du coup, ou il y a 7 ans? Qui a 7 ans. Qui a 7 ans, ok. Facile. Alors moi, juste à 7 ans, j'avais pas du tout confiance en moi. J'étais très timide et j'avais plein de complexes. Donc déjà juste la première chose que je me dirais à moi il y a 7 ans, c'est bateau, mais et certainement des gens ont dû me le dire et ça suffisait pas, mais j'ai envie de dire fais-toi confiance. Fais-toi confiance et confiance. Enfin, vraiment, c'est très très dur et fais-toi confiance et aussi tu vas apprendre à te connaître. Je trouve que c'est très difficile en fait quand on se connaît pas encore, on sait pas ce qu'on est capable, ce dont on est capable et on sait pas ce qu'on va pouvoir faire. Je pense que c'est vraiment le plus gros message que j'aurais aimé entendre et se dire que les choses aussi, l'autre chose que j'aurais aimé entendre, alors à l'époque je faisais pas des choix très importants à 7 ans, mais je pousse un peu ta question plus au fil du temps, et notamment à mon adolescence après, ce qui a été beaucoup, je me suis posé énormément de questions sur les voies que je choisissais au lycée, après le lycée, pendant mes études, etc. Et je me prenais la tête, je me faisais des nœuds au cerveau pour faire des choix de est-ce que je passe cet examen, pas cet examen, est-ce que je vais dans cette école, pas dans cette école, est-ce que je choisis la voie du public, la voie du privé. Enfin, je me suis posé énormément de questions. Et en fait, je me rends compte rétrospectivement que il y a des mauvais choix, donc il faut essayer de se rendre compte quand des choix sont intrinsèquement mauvais. Mais après, une fois qu'on a sur la table plusieurs bons choix, parfois, il faut vraiment relâcher un peu la pression. Et en réalité, j'aurais pu prendre d'autres voies dans ma carrière et elles n'auraient pas forcément été moins bonnes. J'ai pas pris la seule voie qui m'était destinée. J'ai pris une voie qui était parmi des bonnes voies et
Et une fois que j'ai fait le choix, en fait, ça s'est révélé être bien. Donc, la morale un peu compliquée de cette histoire, un peu compliquée, c'est juste de dire que se faire confiance et se dire qu'une fois qu'on a écarté les mauvais choix, il faut juste faire des choix et ne surtout jamais rester trop longtemps dans l'entre-deux flou de je ne veux pas faire de choix pour ne pas faire d'erreur. La seule erreur, c'est de ne pas faire de choix. Merci beaucoup Ariane, c'est un beau mot de la fin. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et pour ce partage. Merci à toi et merci encore pour ton invitation. Merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt.